Voir des documentaires permet d'en apprendre plus sur un sujet qui vous intéresse ou de découvrir les événements historiques ayant transformé notre monde. Mais certains documentaires deviennent encore plus poignants des années après leur sortie, grâce aux événements qui se sont produits après leur diffusion. Le 6 août 1945, le monde a changé à jamais. Pour la première fois, une arme nucléaire a été utilisée au combat, et la dévastation qu'elle a causée était inimaginable. Quelques jours plus tard, une seconde arme nucléaire a été utilisée. Le 15 août, le Japon s'est rendu, mais les conséquences à Hiroshima et Nagasaki allaient durer bien plus longtemps. White Light and Black Rain est un documentaire qui retrace les horreurs de ces deux événements, racontés par ceux qui les ont vécus. Le documentaire est réalisé par le cinéaste américain Steven Okazaki. Okazaki s'est rendu au Japon pour interviewer des centaines de survivants des deux attaques avant d'en sélectionner 14 qui seraient mis en avant dans le film. Les 14 survivants étaient surtout des enfants lors de l'attaque. Le plus jeune n'avait que 6 ans. Tous ont subi des pertes importantes et des conséquences sanitaires terrifiantes avec lesquelles ils continuaient de vivre au moment où le film a été réalisé. Tout documentaire sur les attaques nucléaires est troublant, mais Lumière blanche, puis Noire va plus loin en se centrant sur l'aspect humain. Entre 110 000 et 210 000 personnes ont perdu la vie lors de l'attaque, et d'innombrables autres ont perdu des amis et des membres de leur famille. Ce chiffre est presque inimaginable, et en se concentrant sur les 14 survivants dans le film, le documentaire transforme quelque chose d'abstrait en lui donnant un nom, un visage et une voix. Chacun raconte comment était sa vie durant la guerre. Les choses étaient déjà difficiles pour la plupart. L'un des témoins avait voyagé avec ses parents depuis la Corée, essayant d'échapper à la famine provoquée par l'occupation japonaise. 2 autres orphelins aidaient à s'occuper des plus jeunes dans un orphelinat. Le documentaire enchaîne avec des interviews des 4 Américains. Il s'agissait de membres de l'équipage de l'Enola Gay ayant largué l'arme sur Hiroshima, ainsi que d'un scientifique témoin de l'attaque et de la création de l'arme. Les descriptions factuelles des hommes qui ont vu l'attaque simplement comme un travail qu'ils devaient accomplir contrastent fortement avec les récits horrifiants qui allaient suivre. Chacun des 14 survivants a vécu des expériences cauchemardesques. Leurs histoires sont illustrées par des dessins capturant une part de l'horreur. Leurs récits de perte, de peur et de destruction sont émouvants et difficiles à écouter. Une survivante explique comment elle a retrouvé les restes de sa mère et n'a pu l'identifier que grâce à une dent en or dans sa bouche. Quand elle a voulu toucher le corps, les restes se sont effrités. Un autre homme raconte qu'on l'a fait s'asseoir sous un arbre où il a perdu connaissance. À son réveil, tous ceux qui l'entouraient étaient morts. Certains survivants ont perdu toute leur famille et certains n'ont même jamais retrouvé les restes de leurs proches disparus. Les expériences effrayantes ont continué après l'attaque. Certains survivants, apparemment indemnes, sont tombés malades quelques jours ou semaines plus tard. Aujourd'hui, nous savons qu'ils souffraient d'une forme de syndrome d'irradiation. Mais à l'époque, les médecins ignoraient ce qui se passait et ne pouvaient pas soigner les victimes. Chacun des survivants présentés dans le documentaire a dû vivre avec les conséquences de l'attaque, qu'il s'agisse d'effets sur la santé invisibles ou de défiguration très visible, ainsi qu'avec la culpabilité du survivant. Le moment le plus troublant du documentaire, ce sont les images des villes quelques jours après les attaques. Le noir et blanc des photos ne dissimule en rien les scènes horribles qu'elles présentent. Les images donnent vie aux expériences terrifiantes déjà racontées et laissent entrevoir celles qui ne pourront jamais être partagées. En 2011, Vera Jo Ragel, âgée de 24 ans, vivait à Findlay dans l'Ohio. Sa vie était difficile car elle souffrait d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, lui donnant une capacité mentale d'enfant de 8 ans. Il sera révélé plus tard que les circonstances dans sa famille rendèrent sa vie insupportable, comme le montre le documentaire intitulé « Good Night Sugar Babe, The Killing of Vera Jo Ragel ». Le documentaire a été réalisé par G. Davis Miles et il détaille l'enquête sur l'affaire de Vera et son issue impensable. Vera est née en 1986 de Verna Messersmith et Willard Ragel. Ceux qui la connaissaient la décrivaient comme une personne douce et travailleuse ayant obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Mais le 27 mars, vers 2 heures du matin, un conducteur de train circulant près de l'avenue Blanchard a aperçu quelque chose sur les rails, pensant qu'il s'agissait d'un cerf.
Mais en s'approchant de l'endroit, il s'est rendu compte qu'il s'agissait du corps d'une femme et il a contacté la police. Quand Vera a été retrouvée, on a tout de suite pensé qu'un train l'avait percutée. Mais lorsqu'une autopsie a été pratiquée, il est apparu qu'elle avait été violemment agressée et que l'attaque avait eu lieu à l'endroit où elle a été retrouvée. Le lendemain de la mort de Vera, Daniel Bixler, un cambrioleur récemment libéré, et sa petite amie Nicole Peters ont été arrêtés. Vera vivait avec la famille Brooks, y compris Bixler et Peters. Bixler était le fils du cousin de Cherry Brooks, Daniel Bixler Sr., qui était en prison. Bixler et Peters ont vite été soupçonnés en raison de cette cohabitation. Il a été révélé que Vera était sortie pour rencontrer un nouveau petit ami. La famille Brooks était très stricte et autoritaire. Aucun des enfants, y compris les adultes, n'était autorisé à partir, de peur que Cherry ne perde à nouveau la garde après des retraits précédents. La police était fréquemment intervenue au domicile pour agression, menaces, négligence et mauvaises conditions de vie. Ashley, la sœur de Vera, a même déclaré avoir été retenue contre sa volonté en janvier. Cherry a laissé Vera vivre là pour toucher ses allocations d'invalidité sans se soucier d'elle. Zach et Cherry avaient aussi agressé Vera et lui avaient privé de nourriture. Le 5 décembre, Daniel a été inculpé de meurtre, de falsification de preuves, d'agression et d'enlèvement, et Nicole a été inculpée de meurtre aggravé. Les preuves ont montré qu'ils ont agressé Vera chez elle, puis l'ont emmenée sur les voies chesois ferrées et l'ont tuée avec une lame. Daniel a été condamné à la réclusion à perpétuité et Nicole a écopé de 23 ans de prison. Les documentaires les plus effrayants portent souvent sur les conséquences sanitaires des objets ou aliments de notre quotidien. Parfois, on pense savoir à quel point un produit est dangereux, mais ce n'est que lorsque ces documentaires révèlent la science et les efforts des entreprises pour préserver leur image publique que l'on comprend vraiment ce qui se passe dans notre corps. Le diable que nous connaissons est un documentaire sur l'impact sanitaire d'une substance banale présente dans les cuisines du monde entier. Le téflon a été inventé dans les années 1940. Ce produit chimique est un polymère d'atomes de carbone et de fluor, et il est également appelé PTFE. Comme d'autres inventions des années 40-50, le téflon a été présenté comme un produit facilitant les tâches ménagères. Il était anti-adhésif, ce qui aidait pour la cuisine et le nettoyage lorsqu'il était utilisé sur des poêles. Le téflon servait aussi dans les tissus anti-taches, les nettoyants pour tapis, les emballages alimentaires et les sachets de pop-corn micro-ondes. La technologie était révolutionnaire et est rapidement devenue courante dans les cuisines commerciales et domestiques aux États-Unis et ailleurs. Mais même au début de ce produit chimique, DuPont, la société qui fabriquait le téflon, savait qu'il était dangereux. Il leur avait été conseillé d'éviter de rejeter le produit chimique dans les réserves d'eau. Mais comme l'a montré le diable que nous connaissons, cet avertissement n'a pas été respecté. Le personnel a reçu l'ordre de verser de l'eau contaminée par le PTFE dans le réseau fluvial local. Tant de produits chimiques a été éliminé de cette façon que DuPont en aurait perdu la trace. Il n'a pas fallu longtemps avant que l'impact de cela commence à se manifester. L'usine DuPont était située à Parkersburg, en Virginie-Occidentale, sur un terrain adjacent à une ferme. L'agriculteur a vite constaté des soucis avec son bétail. Dents noircies et veaux présentant des malformations faciales. De nombreux bovins ont perdu la vie et l'agriculteur lui-même est tombé malade. À l'époque, DuPont niait tout lien entre les animaux de la ferme et le téflon, mais quand leur personnel a eu des problèmes de santé, il devint plus difficile d'ignorer la situation. Subeli, l'une de ses employées, a joué un rôle clé dans le documentaire. Enceinte, elle travaillait à l'usine où elle a été directement exposée au téflon. Son fils Bucky est né avec des malformations faciales, notamment des problèmes aux yeux et au nez. Bucky apparaît également dans le documentaire où il raconte son enfance et les interventions médicales qu'il a subies. Au moment où le documentaire a été tourné, il attendait son premier enfant et s'inquiétait des éventuels problèmes de santé que son bébé pourrait avoir. Le documentaire révèle comment DuPont a tenté de dissimuler les effets du téflon, affirmant aux employés que seul le personnel enceinte était concerné, les autres n'ayant pas à s'inquiéter. Ils ont tenté de réaliser un test pour voir la quantité de PTFE présente dans le corps de leurs employés, mais ils avaient besoin d'un échantillon témoin pour comparer avec leurs travailleurs, et ont découvert que du PTFE pouvait être trouvé dans le corps de n'importe quel groupe témoin qu'ils essayaient d'utiliser. Des personnes jusqu'en Europe et en Afrique ont été testées, mais elles étaient toutes contaminées par le PTFE. Les seuls échantillons qu'ils pouvaient utiliser pour comparer avec leurs employés étaient ceux de soldats américains, collectés par l'armée avant la guerre de Corée.
Le documentaire montre comment les habitants autour de Parkersburg ont poursuivi Dupont en justice et ont tenté de sensibiliser le public au danger du téflon. Même si les habitants ont réussi, le documentaire se termine sur une note sombre. Dupont était en train de remplacer le PTFE par un nouveau produit chimique appelé Gen X, mais celui-ci semblait tout aussi dangereux que le produit qu'il remplaçait. Le documentaire met en lumière à quel point il est difficile de contrôler ce qui entre dans notre corps et à quel point certaines de ces choses peuvent être dangereuses. Beaucoup de gens considèrent Dear Zachary, A Letter to a Son About His Father, comme le documentaire criminel le plus dévastateur jamais réalisé. Il suit l'affaire bouleversante du meurtre d'Andrew Bagby en Pennsylvanie en 2001. Il a été réalisé par Kurt Kuna, un ami d'enfance de Bagby, et est sorti en 2008. Mais Kuna a commencé à filmer pour le projet en 2001, après avoir appris que Bagby avait été attaqué. Il s'est concentré sur la principale suspecte, Shirley Turner, l'ex-petite amie de Bagby, qui avait menti sur sa grossesse et craignait qu'il rompe avec elle. Les détails de l'affaire Bagby sont les suivants. On a découvert que le 4 novembre 2001, Turner l'avait appelé 3 fois, et plus tard, ce même jour, elle s'est rendue à la Trobe, où Bagby vivait. Elle était manifestement impatiente de le voir puisqu'elle habitait à 16 heures de route de chez lui. Et le lendemain, elle est arrivée. Elle a confronté son ex chez lui et ils ont prévu de se revoir plus tard dans la soirée. Il avait promis à son superviseur, T. Clark Simpson, de lui rendre visite après leur rencontre, car Simpson jugeait que la voir était une mauvaise idée. Mais Bagby n'est jamais arrivé chez Simpson, et le lendemain matin, il a été retrouvé décédé sur un parking à Derry Township. Il avait été attaqué avec une arme à feu, et lorsque la police a contacté Turner, elle a affirmé qu'au moment de l'attaque, elle était dans son lit chez elle car elle était malade. On a vite découvert qu'elle avait utilisé l'ordinateur de Bagby pour consulter des sites et s'était fait porter malade depuis sa ligne fixe. Elle a vite changé sa version, affirmant avoir vu Bagby et qu'il avait mis son arme dans le coffre, mais son instructeur dira à la police qu'elle lui avait dit que l'arme avait été volée. Lorsque l'appartement de Turner a été fouillé, les enquêteurs ont trouvé des impressions de cartes allant de Council Bluffs, dans l'Iowa, où elle vivait, jusqu'à la Trobe, et elle avait été désignée comme principale suspecte. Mais quand la police est revenue avec un mandat d'arrêt, elle avait déjà fui à St. John's, à Terre-Neuve, Canada. Pendant que Kuna tournait, il a appris que Turner avait de nouveau affirmé être enceinte de l'enfant de Bagby. Les parents de Bagby, David et Kathleen, se sont rendus à Terre-Neuve pour demander la garde de leur petit-fils, qui, après sa naissance, a été nommé Zachary. Mais Turner a refusé au couple l'accès à l'enfant, car elle pensait qu'ils allaient kidnapper le bébé. Rassurée, elle a finalement permis à David et Kathleen de rendre visite à l'enfant. Mais il est vite apparu que Zachary était bien plus à l'aise avec ses grands-parents et n'avait pas vraiment de lien avec Turner. Au premier anniversaire, Turner a dit à Kathleen de prendre le garçon puisqu'il l'aimait plus que sa mère. En 2002, la décision concernant l'extradition de Turner n'avait pas encore été prise et elle a été conduite puis relâchée de prison à plusieurs reprises. Puis, en 2003, Turner et Zachary ont tous deux été retrouvés décédés dans l'eau près de la Marina Foxtrot, mettant fin à l'affaire de façon tragique et apportant une conclusion déchirante au documentaire. Crazy Love raconte l'histoire tortueuse de la relation amoureuse entre Burt Pugash et Linda Rice. Des interviews avec les deux parties, leurs amis et leurs proches, sont combinés à des coupures de journaux et des images d'archives pour raconter ce récit glaçant. Burt Pugash était avocat à New York lorsqu'il a rencontré Linda, dans les années 50. Il était riche, ayant fait fortune comme avocat spécialisé dans les dommages corporels, distribuant sa carte aux victimes d'accidents en route vers l'hôpital. Comme le raconte le documentaire, Linda était d'abord hésitante à sortir avec Pugash, qui avait 10 ans de plus qu'elle, mais il a fini par la séduire complètement. Pugash était obsédé par Linda. Propriétaire d'une boîte de nuit, il demandait au groupe de jouer une chanson spéciale chaque fois qu'elle arrivait. La relation se passait bien jusqu'à ce que Linda découvre qu'il était déjà marié. Pugash a promis de divorcer et a même montré à Linda de faux papiers de divorce pour le prouver. Selon Pugash, il racontait à Linda mensonge après mensonge pour gagner un mois de plus dans la relation. Cela n'a pris fin que lorsque sa femme a appelé Linda et lui a dit qu'il n'y aurait jamais de divorce. Linda a mis fin à la relation et a essayé de passer à autre chose dans sa vie. Elle a rencontré un homme et ils se sont vite fiancés. Cela a mis en colère Pugash, qui a lancé une campagne de harcèlement, se terminant par l'embauche de voyous pour passer Linda à tabac.
À la place, les voyous lui ont jeté de la chaux au visage, la défigurant et la rendant aveugle à jamais. Pugache a été arrêté et condamné à 30 ans de prison. Dans la plupart des documentaires sur les faits divers, ce serait la fin. Mais Crazy Love a encore plus à raconter. Pugache est resté obsédé par Linda même derrière les barreaux. Il a essayé de la contacter pendant que Linda essayait de s'adapter à sa nouvelle vie. Plus tard, elle a rencontré un autre homme et la relation semblait bien se passer jusqu'à ce qu'il voie ses yeux sans ses lunettes noires. La relation a pris fin brusquement et Linda ainsi que ses amis ont commencé à craindre qu'elle ne trouve jamais le véritable amour. Pugache a été libéré de prison après seulement 14 ans. Il a continué à courtiser Linda, allant jusqu'à la demander en mariage en direct à la télévision. Linda a finalement accepté de le rencontrer et petit à petit, une relation a commencé. Ils se sont mariés et sont restés ensemble pendant des décennies, jusqu'à ce que Linda décède en 2013. Le réalisateur de documentaire Dan Clors a décidé de filmer Linda et son mari séparément. C'était la seule façon pour Linda de raconter sa version de l'histoire sans que Pugache ne domine la conversation. Cela conduit à des contrastes troublants entre les différentes versions des événements. Par moments, on dirait que Pugache vivait dans une réalité différente. Il semble ne pas comprendre que certaines des choses qu'il dit sont parfois inquiétantes, voire effrayantes. D'un autre côté, selon une interview ultérieure, Linda n'a accepté de participer au film que parce qu'elle ne croyait pas que le documentaire serait réellement terminé. Pugache déclare dans la même interview qu'il est toujours jugé pour quelque chose qu'il a fait il y a des décennies et qu'il faudrait tourner la page. En même temps, Linda a dû continuer à vivre avec les conséquences des erreurs qui ont changé sa vie à jamais. The Keepers est une série documentaire réalisée par Ryan White qui explore l'étrange affaire non résolue d'une religieuse appelée Sœur Catherine Anne Cesnik, qui a perdu la vie dans des circonstances mystérieuses en 1969, vue pour la dernière fois à son appartement à Baltimore, Maryland, le 7 novembre de cette année. À l'époque, elle enseignait le théâtre et l'anglais dans une école catholique pour filles à Baltimore. Lorsque Sœur Cathy n'est pas rentrée à l'appartement, elle a été signalée disparue par sa colocataire, Helen Russell Phillips, et la police de la ville de Baltimore a lancé une enquête. Helen a dit que Sœur Cathy avait quitté l'appartement pour aller au centre commercial Edmonton Village, mais n'est jamais revenue. Elle a indiqué qu'elle comptait se rendre à la bijouterie Hecht's, car elle voulait trouver un cadeau pour sa sœur qui fêtait ses fiançailles. On sait qu'elle s'est rendue dans une banque ce jour-là pour encaisser un chèque, puis aurait peut-être acheté quelque chose dans une boulangerie à Edmonton. Sa voiture a été retrouvée le lendemain matin, garée illégalement et couverte de boue en face de son immeuble. Une boîte de la boulangerie a été retrouvée sur le siège avant de la voiture et des témoins ont déclaré avoir vu Sœur Cathy dans le véhicule vers 20h30 la veille au soir. Presque 2 mois plus tard, les habitants du quartier ont été stupéfaits lorsque le corps de Sœur Cathy a été découvert par 2 chasseurs dans une décharge à Lansdowne. Son dossier est passé d'une enquête pour disparition à une enquête pour homicide. Mais les enquêteurs ont aussitôt rencontré des problèmes. Il a été déterminé que Sœur Cathy avait été tuée par un coup porté à la tête. Mais les enquêteurs n'ont pas pu trouver de mobile à l'agression. De nombreuses personnes ont été interrogées et des pistes ont été suivies sans succès. Très peu de preuves ont été trouvées sur la scène du crime. Et en 1977, l'affaire était au point mort puisque toutes les pistes avaient été suivies sans succès. Puis en 1992, un mobile possible du crime a été découvert. 2 anciens élèves du lycée se sont manifestés pour signaler qu'un prêtre travaillant à l'école, le père Joseph Maskell, devait faire l'objet d'une enquête car il s'était comporté de manière inappropriée envers eux à plusieurs reprises. Des rumeurs ont vite circulé disant que Sœur Cathy l'aurait découvert et aurait été tuée pour la faire taire. L'une des 2 femmes a témoigné que Maskell l'avait emmenée jusqu'au corps de la religieuse après avoir mis fin à sa vie et avait menacé de lui ôter la sienne si elle révélait ce qui s'était passé. Maskell a été longuement interrogé au sujet de ces allégations, mais il est décédé en 2001 sans jamais avoir été inculpé d'aucun crime. Dans le documentaire, d'autres femmes et de nombreuses personnes présentes lors de la découverte du corps de Sœur Cathy ont été interviewées. Smith espérait que le film susciterait un regain d'intérêt pour l'affaire et que justice serait enfin rendue, mais on ignore toujours qui a commis le crime. En 2017, il a été décidé que les restes de Maskell devaient être exhumés et des échantillons d'ADN ont été prélevés.
Son ADN ne correspondait pas au profil médico-légal établi en 1970, mais il n'a pas été écarté comme suspect. Et au final, une action en justice a été engagée par 16 femmes contre Maskell pour un montant de 472 000 $. La plupart des documentaires troublants se concentrent sur un événement ou un individu glaçant. Black Gold s'intéresse à quelque chose de bien plus vaste que n'importe quel documentaire criminel, et à un sujet que la plupart de son public côtoie régulièrement. Le café est l'une des marchandises les plus précieuses du commerce mondial, juste après le pétrole. Pour beaucoup, c'est une part essentielle de la journée. Lorsque Black Gold a été créé en 2006, une tasse de café dans une chaîne de café coûtait environ 3 $ aux États-Unis. En Éthiopie, les agriculteurs qui produisaient les grains de café à l'origine ne gagnaient que 3 centimes pour cette tasse. L'impact de ce déséquilibre est clairement visible dans Black Gold. Le documentaire se concentre sur Tadesse Meskela, le directeur général d'une union de producteurs en Éthiopie. Dans le film, il explique qu'entre les cultivateurs de café et les consommateurs, de nombreux intermédiaires achètent le café en Éthiopie et le revendent à l'étranger avec une forte marge. Meskela va voir les entreprises vendant du café aux consommateurs pour leur proposer directement celui de ses coopératives. En supprimant 50% de la chaîne entre les producteurs et les consommateurs, il espère augmenter le revenu des cultivateurs. Meskela a grandi dans la pauvreté, ses parents ne pouvant pas lui acheter de chaussures pour l'école. Mais malgré cela, il a travaillé dur et est entré à l'université, lançant ainsi sa carrière. Mais d'innombrables personnes cultivent encore le café et restent confrontées à la même pauvreté. Les réalisateurs du documentaire ont visité une école délabrée en Éthiopie fréquentée par les enfants de certaines familles de cultivateurs de café. Les élèves arrivaient pieds nus après avoir fait le trajet sous une pluie battante. Ce qui rend Black Gold un documentaire aussi troublant, c'est le contraste entre les consommateurs du monde occidental et les producteurs en Éthiopie. Le film alterne souvent entre les deux, soulignant ainsi l'écart qui les sépare. Black Gold a mis en lumière un problème persistant qui détruisait la vie de millions de personnes. Non seulement cela, mais c'était un problème auquel beaucoup de ses spectateurs étaient liés sans le savoir. Le documentaire a poussé beaucoup de gens à s'arrêter et à réfléchir à ce qui se passait dans leur tasse. Il ne fait aucun doute que les Beatles resteront à jamais l'un des groupes de rock les plus influents. Ils ont encore une immense base de fans à travers le monde, malgré le fait que leur dernier album, intitulé Let It Be, soit sorti en 1970. C'est aussi le titre d'un documentaire sur le groupe, réalisé par Michael Lindsay Hogg la même année, et qui a laissé de nombreux fans du groupe perplexes face à leur réaction lors de sa sortie. Le documentaire était censé montrer aux fans la manière dont le groupe travaillait et réfléchissait en répétant leurs nouvelles chansons avant de les interpréter sur le toit de leur société multimédia appelée Apple Corp qui se trouve à Londres. Ce n'était pas la première fois que Lindsay Hogg travaillait avec les Beatles. Il a également produit les clips musicaux des chansons Hey Jude et Paperback Writer. Il était donc le choix évident pour réaliser le documentaire accompagnant leur dernier album. Le tournage a commencé en janvier 1969 et a duré 3 semaines. Mais la performance qu'il répétait serait la dernière du groupe. Et lorsque le documentaire a finalement été prêt à sortir, ils étaient déjà partis chacun de leur côté. Paul McCartney avait poursuivi ses camarades pour faire dissoudre le contrat de leur partenariat. Cette décision a été prise après que le reste du groupe a engagé leur manager, Alan Klein, comme conseiller financier, ce qui n'a pas plu à McCartney. Il savait que s'il n'allait pas jusqu'au bout du procès, toute la musique des Beatles deviendrait la propriété de Klein, et il ne pouvait pas laisser cela arriver. Lindsay Hogg dira plus tard qu'au début du tournage du documentaire, il a constaté de fortes tensions entre les 4 membres du groupe. Il pense que cela venait surtout du fait que George Harrison se sentait négligé comme compositeur par ses camarades. Il a commencé à soupçonner que Harrison allait se confronter aux 3 autres et il a élaboré un plan pour les enregistrer à leur insu. Il a vidé un vase à fleurs qui se trouvait sur la table du déjeuner du groupe et y a placé un micro. Le résultat fut qu'il a capturé le moment précis où Harrison a quitté le groupe après une altercation avec McCartney. Malheureusement, à cause du bruit de fond des couverts et des autres convives, une grande partie de l'audio a été perdue et n'a pas pu être utilisée dans le documentaire.
Lindsay Hogg a également déclaré que pendant le tournage, il avait reçu pour instruction de la part d'Apple Corps de garder le départ de Harrison secret, puisqu'il est revenu dans le groupe peu de temps après. Après le tournage, le groupe a vu une première version du documentaire et en était d'abord satisfait. Il a reçu la même réaction quand le groupe a vu la version finale. Mais cela allait bientôt changer. Après leur séparation, les membres du groupe ont vu le film différemment et l'ont considéré comme un fardeau. Harrison déclarera plus tard qu'il détestait le documentaire, car il avait l'impression, en le regardant, de revivre une période très turbulente de sa vie et de celle du groupe. Le groupe a réussi à empêcher la sortie du film en vidéo pendant de nombreuses années, mais il a depuis été remasterisé par le célèbre réalisateur Peter Jackson. Une grande partie de l'audio perdu a été restaurée et intégrée, offrant aux fans des Beatles une nouvelle perspective sur les difficultés des 4 membres avant la fin de leur aventure. Malgré sa courte durée, Expérience sur la réanimation des organismes est l'un des documentaires les plus effrayants et les plus troublants jamais réalisés. Sa simplicité et les images réelles d'une expérience terrifiante ne laissent rien à l'imagination du public. Au début des années 40, une série de documentaires a été réalisée sur des expériences menées par des chercheurs russes. Cela comprenait de nombreux documentaires sur Ivan Pavlov et son travail sur le conditionnement. Ivan Pavlov n'était pas le seul scientifique à expérimenter sur des chiens à l'époque. Une quinzaine d'années plus tôt, Sergei Broukhoenko avait fait une annonce étonnante lors du 2e congrès des pathologistes russes. Il a présenté l'autojecteur, un appareil qui fonctionnait comme un cœur artificiel externe. À lui seul, l'autojecteur était une invention incroyable, permettant l'oxygénation et la circulation des fluides. Mais il y avait plus dans cette annonce. Broukhoenko affirmait avoir maintenu en vie la tête d'un chien pendant 1 heure et 40 minutes grâce à cet appareil. La tête réagissait aux stimuli extérieurs, allant même jusqu'à lécher de l'acide citrique placé près de sa bouche. L'annonce a suscité un vif intérêt dans les médias, aussi bien en Russie qu'à l'étranger. Quelques années avant l'annonce de Broukhoenko, une histoire populaire en Russie relatait un scientifique ayant survécu comme tête coupée. L'annonce a suscité des comparaisons avec cette œuvre, même si les expériences de Broukhoenko ont laissé le chien dans un état bien pire que le personnage de l'histoire. Le film Expérience et réanimation d'organismes présente cette expérience. Il présente d'abord l'autojecteur sur le cœur d'un chien avec des animations expliquant son fonctionnement. Le film montre l'appareil utilisé sur la tête d'un vrai chien. On voit le chien réagir à des stimuli externes, exactement comme Broukhoenko l'avait décrit lors de la présentation de ses recherches. Mais les expériences du documentaire vont encore plus loin. Si le cœur, les poumons et la tête d'un chien pouvaient tous être ranimés, les scientifiques voulaient déterminer s'il était possible de ramener un chien entier à la vie. Dans les images, on voit le rythme cardiaque et la respiration d'un chien ralentir avant de s'arrêter complètement. Les scientifiques attendent ensuite 10 minutes avant d'allumer l'autojecteur. Après un court instant, les lignes montrent à nouveau des battements de cœur, la tête du chien sursaute et la respiration commence. Si l'on en croit les images, ce chien est complètement revenu à la vie. Certains ont émis l'hypothèse que les images ne montraient pas les véritables expériences, mais une reconstitution de ce qui s'était passé auparavant. Si cela est vrai, cela rendrait le documentaire un peu moins effrayant. Mais savoir que ces expériences ont réellement eu lieu le rend tout de même troublant à regarder. Vers la fin des années 1980, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles une immense île composée uniquement de déchets flottait dans l'océan Pacifique, quelque part entre Hawaï et la Californie. Depuis, on l'appelle le vortex de déchets du Pacifique. En 2008, la réalisatrice Meredith Dunlock et le correspondant de Vice Thomas Morton ont décidé de la chercher. Ils ont filmé toute l'expérience dont les images ont ensuite été diffusées dans un documentaire intitulé Toxic Garbage Island. Il couvre les rumeurs concernant l'existence de l'île et détaille une expérience racontée par Charles Moore, un homme qui naviguait d'Hawaï à la Californie dans les années 1990. À un moment de son voyage, il a changé de trajectoire et traversé le gyre du Pacifique Nord. Le gyre est un système de courant dans l'océan Pacifique qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en raison des vents de la région et de l'effet de Coriolis. Lui et son équipage étaient seuls dans le gyre, car la plupart des marins évitent cette zone où il y a peu de vent. Ce qu'il y a découvert serait plus tard décrit comme une île de déchets de la taille du Texas.
Les déchets avaient quitté le gire en flottant au gré des courants, et c'est ainsi que l'endroit est devenu un point naturel où tous les détritus provenant des régions environnantes et se retrouvant dans l'océan s'accumulaient. Cela a toujours été le cas, mais les temps modernes apportent aussi leurs propres problèmes. À l'époque, les débris qui arrivaient dans le gire, comme le bois provenant de navires coulés ou des cargaisons perdues, finissaient par se dégrader et disparaître. Mais de nos jours, tout n'est pas biodégradable. Et comme tant de produits et d'emballages sont fabriqués en plastique, ils restent à la surface de l'océan et ne se dégradent jamais. Ce qui entraîne la formation de l'île aux déchets, ou du grand vortex de déchets. Moore a navigué parmi les déchets presque toute une semaine, ce qui l'a marqué. Il a décidé de commencer à étudier cette zone, et il retournait de temps en temps dans le gire pour mener d'autres recherches. Morton a choisi de l'accompagner lors de l'un de ses voyages pour son documentaire. Et après une semaine de navigation, ils sont enfin arrivés. Ils ont aperçu de petits déchets près du bateau et ont été surpris par les objets rencontrés. Ils ont vu des masques de hockey, des baskets Nike, un casque de chantier, une roue d'ancien vélo et même des gilets de sauvetage déchirés par des requins. Il y avait aussi des déchets courants comme des bouteilles de thé en plastique, des sacs de course et des sachets de snacks, principalement venus d'Asie, certains probablement abandonnés par des marins. La plupart des déchets venaient des continents et ont rejoint le gire après avoir dérivé jusqu'à 8000 km. L'équipage a finalement décidé de s'arrêter pour prélever des échantillons d'eau et ce qu'ils ont vu était horrifiant. En étudiant les échantillons au microscope, l'équipage s'est rendu compte que tout était recouvert de particules de plastique qui s'étaient décomposées et qu'il faudrait des centaines, voire des milliers d'années pour qu'elles coulent au fond de l'océan ou se dissipent. Peter Moore, qui semblait sympathique et dirigeait des cinémas indépendants dans le nord du pays de Galles, a secrètement terrorisé la région en 1995, tuant 4 hommes. Le documentaire de la BBC Darkland, la chasse aux pires tueurs en série du pays de Galles, suit l'ancien chef de la police Jackie Roberts qui enquête sur l'affaire à la demande de la sœur de l'une des victimes. La première victime de Moore était Henry John Roberts, retrouvé assassiné en septembre 1995 sans mobile apparent. Quelques mois plus tard, Keith Randles, un veilleur de nuit, a également été tué avec une arme blanche. Initialement sans lien apparent, une troisième victime, Anthony Davies, a été retrouvée sur la plage de Pincernes, une zone connue pour les rencontres LGBT, avec des blessures similaires. Des preuves ADN de Moore ont été trouvées sur les lieux, poussant la police à le soupçonner de cibler des hommes homosexuels. Un appel à la communauté gay a permis d'obtenir la description d'une camionnette et le témoignage d'un homme attaqué dans la maison de Ken Mulvey. Ces informations ont mené à l'arrestation de Moore. La perquisition du domicile a révélé des objets volés et des accessoires macabres. Moore a avoué, révélant une quatrième victime, Edward Carty, qu'il avait rencontré à Liverpool. Il a ensuite tenté de revenir sur ses aveux, accusant un petit ami imaginaire nommé Jason, mais il a été reconnu coupable des 4 chefs d'accusation et condamné à la prison à vie. Le documentaire aide les familles des victimes à faire leur deuil, tout en détaillant les crimes horribles de Moore. Hearts and Minds, un documentaire anti-guerre réalisé par Peter Davis, a reçu le prix Legacy lors des Cinema Eye Honors Awards. Le film montre les horreurs subies par les soldats des 2 camps pendant la guerre du Vietnam. Et lorsqu'il a remporté l'Oscar du meilleur documentaire en 1975, cela a provoqué un véritable tollé. Il a été créé alors que la guerre se terminait. Et le thème sous-jacent du documentaire était que la guerre était devenue impossible à gagner, et que les États-Unis étaient coupables d'avoir utilisé le conflit comme une entreprise criminelle. L'une des scènes les plus déchirantes montre une famille vietnamienne debout devant la tombe d'un membre de la famille tombé au combat alors qu'il servait dans l'armée. Et alors que son cercueil est descendu dans la terre, sa mère doit être empêchée de descendre dans la tombe. Cela est suivi d'une interview dans laquelle le général William Westmoreland déclare que les Vietnamiens n'accordent pas autant de valeur à la vie humaine que ceux qui vivent aux États-Unis. Il a dit s'être mal exprimé, mais le commentaire est resté dans la version finale. Le documentaire comprenait également une interview avec un navigateur de la marine américaine appelé George Thomas Coker, qui a été capturé pendant la guerre et gardé prisonnier pendant plus de 6 ans, dont 2 en isolement cellulaire. Il a décrit le Vietnam comme un endroit magnifique, mais ajoute que ses habitants vivent de façon arriérée, qu'ils sont primitifs et qu'ils ne savent pas comment prendre soin de leur propre pays, puisqu'ils ont tendance, selon ses mots,
à tout gâcher. Beaucoup ont été émus par le film, d'autres moins impressionnés. Ils ont estimé que Davis avait choisi une approche déséquilibrée qui cherchait à favoriser le côté vietnamien, tandis que l'impact de la guerre sur les soldats américains était minimisé. Le vétéran Randy Floyd déclare lors de son interview que les gens aux États-Unis ont fait de leur mieux pour ignorer la dimension criminelle apparue pendant le conflit, et qui était visible chez les responsables et autres hauts placés. Lorsque le film a été terminé, Davis l'a présenté à Columbia Pictures, mais ils ont refusé de le diffuser. Il a ensuite remporté un Oscar, mais même ce moment a été entaché de controverses. Lors de son discours de remerciement, le coproducteur du documentaire, Bert Schneider, a lu un télégramme d'un homme qui était le principal négociateur vietnamien aux accords de paix de Paris, et beaucoup de gens ont été surpris. Cela a conduit l'hôte de la cérémonie, Frank Sinatra, à répondre en lisant une note, apparemment rédigée par Bob Hope, qui précisait que l'Académie n'était en aucun cas responsable des déclarations politiques et faites, et que l'Académie s'excusait que de telles opinions aient été rendues publiques ce soir-là. En 2009, le documentaire La baie de la honte est sorti. Depuis lors, il figure régulièrement sur les listes des documentaires les plus dérangeants jamais réalisés, et il est encore mentionné chaque fois que le sujet de la chasse à la baleine et au dauphin est abordé. Le documentaire porte principalement sur un groupe de militants qui tentent de mettre en lumière une pratique horrifiante ayant lieu dans une crique isolée à Taiji, au Japon. Par une journée normale, la crique semble parfaite, et il est difficile d'imaginer que quelque chose de dérangeant puisse s'y produire. Mais lorsqu'il y a des dauphins dans les environs, la crique se transforme en quelque chose qui ressemble davantage à un film d'horreur. Les pêcheurs ont rassemblé les dauphins dans une zone fermée en utilisant une barrière sonore. Des filets rétrécissent progressivement l'espace jusqu'à permettre aux hommes de frapper les dauphins depuis les bateaux. Les plus beaux spécimens, généralement des femelles de grands dauphins, sont sélectionnés et mis de côté, tandis que tous les autres animaux sont attaqués de manière brutale. Les dauphins sélectionnés seront vendus à des aquariums et des parcs marins dans le monde entier. Les autres dauphins sont vendus pour leur viande. La viande de dauphin est peu consommée, même au Japon où celle de baleine l'est souvent. Les dauphins ont généralement des niveaux élevés de mercure dans leur corps, et toute personne qui consomme une quantité importante de cette viande peut souffrir d'une intoxication au mercure. En conséquence, les pêcheurs ne gagnent généralement pas beaucoup d'argent avec la viande de dauphin, et elle est parfois vendue comme étant de la viande de baleine plus grande. Mais les dauphins vivants vendus aux aquariums peuvent rapporter des centaines de milliers de dollars, ce qui rend toute cette pratique rentable. Le traitement réservé aux dauphins condamnés est bien plus horrifiant que ce que la plupart des gens pourraient imaginer. Les pêcheurs que l'équipe du documentaire rencontre ne sont pas enclins à révéler l'ampleur de la terreur au reste du monde. La photographie est interdite et les équipes de tournage sont harcelées et même suivies. Même la police locale joue un rôle dans la dissimulation. Les documentaristes ont choisi d'utiliser des caméras cachées pour montrer ce qui se passe vraiment dans la crique. Des caméras spécialement déguisées en rochers sont introduites en douce dans la crique sous le couvert de l'obscurité. Et c'est seulement à ce moment-là que l'ampleur réelle de l'attaque est révélée. Les images ont servi de preuve irréfutable de ce qui se passait à Taiji. Cette pratique a été largement condamnée à travers le monde, mais le film La baie n'a pas complètement mis fin aux chasses de dauphins dans la crique. Le documentaire a été critiqué pour son manque d'impartialité. On avance que cette pratique n'est qu'une tradition locale, bien que la viande de dauphin ne soit pas populaire au Japon et que la majorité des revenus proviennent de la capture d'animaux vivants. Les militants et les défenseurs des deux camps du débat continuent de manifester à Taiji et dans les lieux où les décisions sont prises. The Thin Blue Line est un documentaire criminel de 1988, réalisé par Errol Morris, qui se concentre sur les nombreuses condamnations injustifiées prononcées par le système judiciaire au fil des années. Mais son principal sujet porte sur une affaire spécifique dans laquelle un policier, Robert William Wood, a perdu la vie, et sur la condamnation injustifiée qui a suivi ce tragique incident. Tout a commencé le 27 novembre 1976, lorsqu'un homme nommé Randall Dale Adams est tombé en panne d'essence dans une rue de Dallas, au Texas. Il a dû laisser sa voiture sur le bord de la route et marcher jusqu'à la station-service la plus proche. En route, David Ray Harris, qu'Adams ne connaissait pas, s'est arrêté et lui a proposé de l'emmener. Sans qu'Adams le sache, Harris conduisait un véhicule volé. Les deux hommes ont discuté, bu de la bière, mis en gage des objets volés et consommé des substances illégales ensemble toute la journée. Après être allé au cinéma, Adams est retourné dans sa chambre de motel.
Plus tard dans la nuit, vers minuit, l'agent de patrouille Robert Wood et sa partenaire, Teresa Turco, ont intercepté Harris après l'avoir vu conduire sans allumer les phares de la voiture. Wood est sorti de la voiture de patrouille et s'est approché du véhicule volé de Harris. Mais Harris a sorti une arme à feu et a ôté la vie à Wood après avoir tiré sur lui à 5 reprises. Turco a tiré sur le véhicule tandis que Harris fuyait et n'a pas noté la plaque d'immatriculation, mais a indiqué qu'il n'y avait qu'une personne dans la voiture. Harris s'est enfui dans sa ville natale de Vidor, où il s'est vanté auprès de ses amis d'avoir ôté la vie à un policier. Il dirait qu'il a seulement fait cette déclaration pour impressionner ses amis lors de l'interrogatoire. Il a encore modifié ses déclarations après avoir appris que les munitions utilisées correspondaient à l'arme volée à son père. Il a affirmé avoir été présent lors de l'attaque, mais qu'il n'était pas celui qui avait appuyé sur la gâchette. Il a rejeté la faute sur Adams, disant ne l'avoir rencontré que le jour où il l'a récupéré. Adams a été placé en garde à vue et a nié toute implication. La police a affirmé que Harris avait réussi un test au détecteur de mensonges et qu'il avait échoué au sien, mais Adams a insisté sur son innocence. The Thin Blue Line questionne les motivations de la police pour avoir inculpé Adams. La théorie principale était que, puisque Harris était trop jeune pour recevoir la peine de mort, Adams avait été inculpé à sa place, puisqu'il avait 22 ans et que son exécution confirmerait que toute personne ayant ôté la vie à un policier recevrait la peine la plus sévère possible. Turco témoignerait que le conducteur du véhicule portait un manteau à col en fourrure. Adams n'avait pas ce manteau, mais Harris en possédait un. Un témoin a déclaré avoir vu 2 personnes dans la voiture et a désigné Adams comme étant l'une de ces personnes. 2 autres témoins ont ensuite déclaré qu'ils n'avaient en vue qu'une seule personne dans la voiture et que c'était Adams. On apprendra plus tard qu'un témoin avait déjà dit que l'homme aperçu était mexicain ou afro-américain. Adams a été reconnu coupable et condamné à mort. Entre-temps, Errol Morris a commencé à réaliser The Thin Blue Line en 1985 et a commencé à découvrir des faits préoccupants concernant l'affaire, comme le fait que l'officier Turco avait initialement déclaré qu'elle n'avait jamais vu l'agresseur de Woods. Adams a obtenu un nouveau procès après que Harris, qui avait reçu la peine de mort dans une autre affaire, a décidé d'avouer. Les charges contre lui ont été abandonnées et le 30 juin 2004, Harris a été exécuté. Il existe peu d'organisations aussi controversées et mystérieuses que l'Église de Scientologie fondée par l'auteur de science-fiction L. Ron Hubbard dans les années 50. Ces enseignements doivent rester secrets, réservés à ceux ayant atteint un niveau élevé dans l'organisation. Les tactiques troublantes et cruelles qu'elle utilise pour garder les membres sous contrôle au sein de l'organisation sont censées rester secrètes. Le documentaire de 2015 Going Clear met en lumière ces 2 secrets. Going Clear est un documentaire de 2 heures, écrit et réalisé par le cinéaste Alex Gibney. Gibney avait déjà travaillé sur des documentaires consacrés à Wikileaks et à Eliot Spitzer, et il a été décrit comme l'un des documentaristes les plus importants de tous les temps. Le documentaire sur la scientologie est basé sur un livre du même nom écrit par Lawrence Wright. Pour ce livre, Wright a interviewé plus de 200 personnes ayant des liens avec la scientologie. Le documentaire ne va pas aussi loin, mais il présente 8 anciens scientologues qui ont tous des histoires horrifiantes à raconter. Le sous-titre du documentaire est « Scientologie et la prison de la croyance ». Et tout au long du film, il devient clair comment cette prison a été construite et comment chaque ancien membre s'y est maintenu. Alors que le documentaire raconte l'histoire de la scientologie depuis ses débuts, lorsque Ron Hubbard cherchait à éviter de payer des impôts jusqu'à son état actuel en tant que force mondiale, il raconte également les histoires d'anciens membres. Chacun décrit précisément comment il s'est impliqué dans la secte, que ce soit par l'intermédiaire d'un ami qui lui a parlé d'un moyen d'avancer dans sa carrière, ou par la conviction que progresser au sein de l'organisation lui donnerait des super-pouvoirs. Aucune des personnes interviewées n'a esquivé les actes horribles auxquels ils ont assisté, ou même participé. L'une des figures clés tout au long du documentaire est Mike Render, le chef du bureau des affaires spéciales de la scientologie. Randé explique comment son bureau visait ceux qui dénigraient la scientologie, traquant d'autres réalisateurs pour stopper leurs enquêtes et coupant tout contact avec les anciens membres. Lui et les autres personnes interrogées ont toutes subi ces méthodes après leur départ. Le documentaire est glaçant par la façon dont chaque atrocité est décrite ou reconstituée. Et les témoins expliquent pourquoi ils ont choisi de rester à chaque fois.
Il est clair qu'il savait même à l'époque que ce n'était pas normal et que dans n'importe quel autre environnement, cela ne serait pas acceptable. Mais chaque fois, il se convainc eux-mêmes en reprenant les mêmes tactiques que la secte avait utilisées pour les convaincre de rester. Bien qu'il existe de nombreux documentaires sur la scientologie, Going Clear est certainement l'un des plus glaçants et des plus instructifs disponibles aujourd'hui. En 2004, Morgan Spurlock a sorti un documentaire intitulé Super Size Me, qui allait changer à jamais notre façon de voir la restauration rapide. Il s'est lancé le défi de ne manger que du McDonald's pendant 30 jours afin d'observer l'effet que cela aurait sur sa santé. Mais avant de commencer, il a consulté plusieurs médecins, dont la plupart lui ont assuré que son expérience n'aurait aucun effet durable. Avec l'accord des professionnels de santé, il a commencé son parcours alimentaire le 1er février 2003. Au début du documentaire, Spurlock a déclaré qu'il était en meilleure forme physique que la moyenne, selon son entraîneur personnel. Ensuite, il a consulté des experts, dont un cardiologue, un gastro-entérologue, un médecin généraliste et un nutritionniste. Ils l'ont averti qu'il aurait sûrement des effets secondaires indésirables en ne mangeant que McDonald's un mois, mais l'ont rassuré, ces effets ne seraient pas permanents, car le corps humain est résistant et s'adapte aux changements. Spurlock a précisé qu'avant de commencer son régime, il pesait 185 livres et mesurait 1,428 m. Ensuite, il a expliqué les règles du défi. Il mangerait chez McDonald's au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, et au cours des 30 prochains jours, il s'assurerait de manger chaque produit de la carte au moins une fois. Si le serveur chez qui il commandait lui demandait s'il voulait prendre son menu en grande taille, il devait accepter. Mais si cette option n'était pas proposée, il ne pouvait manger que le menu de taille normale. Ensuite, pour s'assurer que les résultats étaient pertinents pour la personne moyenne, il marcherait la même distance qu'un citoyen moyen chaque jour, soit environ 3 km 200 mètres. Il a pris son premier petit déjeuner dans sa ville natale de Manhattan le 1er février, et ce n'est que le 2e jour qu'il a eu son premier menu surdimensionné. Lorsqu'il a terminé le repas, qui se composait d'un double quarter pounder avec du fromage, d'une portion surdimensionnée de frites et d'un soda d'1,2 litre, il a commencé à se sentir mal à l'aise et a fini par être malade sur le parking du restaurant. Au bout de seulement 5 jours de défi, il avait déjà pris presque 5 kilos et il a commencé à se sentir déprimé. Il a eu des maux de tête qui, selon lui, disparaissaient immédiatement dès qu'il reprenait un repas chez McDonald's. Quelques jours plus tard, il a de nouveau été pesé. Et il s'est avéré qu'il avait pris encore 4 kilos. Au moment où le défi a été terminé, il avait pris un incroyable 11 kilos en seulement 30 jours, mais il a également connu plusieurs changements inquiétants pour sa santé. Au bout de seulement 21 jours de ce régime, il a commencé à souffrir de palpitations cardiaques, et on a découvert qu'il avait subi des lésions au foie. Ses amis et sa famille ont déclaré qu'il avait très peu d'énergie et on a découvert qu'il avait pris 7,7 kg en seulement 12 jours alors qu'il perdait déjà de la masse musculaire. Un médecin lui a conseillé d'arrêter immédiatement l'expérience, mais Spurlock était déterminé à aller jusqu'au bout des 30 jours comme prévu. Une fois terminé, les mêmes médecins qui avaient examiné son corps furent horrifiés par les effets de ce régime sur son organisme. 6 semaines plus tard, McDonald's a retiré l'option Super Size de son menu et le documentaire a inspiré de nombreuses autres séries télévisées et documentaires à mettre en avant les dangers de consommer trop de fast-food. Le documentaire Raz de 2016 a été décrit comme un documentaire d'horreur, ou simplement comme un film d'horreur déguisé en documentaire. C'est certainement un film qui va déstabiliser toute personne ayant peur des rongeurs ou qui les aime. Ce documentaire glaçant s'intéresse aux populations de rats à travers le monde, de New York à l'Inde, et à la façon dont les différentes sociétés les gèrent. Des gros plans de rats courant dans les canalisations ou dans des cages suffiraient à troubler toute personne ayant peur de ces animaux. De nombreux critiques ont dénoncé les images choquantes et l'usage des rats pour faire sursauter le public, accentuant l'aspect horrifique du documentaire. Mais ce qui est encore plus effrayant, ce sont les faits que nous apprenons sur les rats et leur personnalité. Entrecoupé des scènes d'extermination, on retrouve une interview avec Ed Sheehan, un dératiseur basé à New York qui possède des décennies d'expérience dans ce métier. Sheehan montre combien les rats sont intelligents et s'adaptent à tout ce que les exterminateurs leur opposent. Après qu'un rat ait perdu la vie à cause d'un poison, les autres membres de la communauté savent qu'il ne faut pas s'approcher de ce qu'il a empoisonné. Si un rat est attrapé dans un piège, les autres ne s'en approchent plus. Les rats sont décrits comme des animaux très intelligents qui se cachent partout.
Se promener dans les rues de New York révèle de nombreux rongeurs, cachés dans les sacs poubelles et creusant sous les aires de jeu. La plupart des habitants de New York savent qu'ils sont toujours proches d'un rat, mais le documentaire montre à quel point cette proximité est réelle. Mais toute personne qui aime les rats trouvera également le documentaire troublant. Certaines régions du monde imposent des restrictions sur le traitement des rats. Des lois veillent à ce que les méthodes d'extermination soient humaines. Cependant, certains endroits réservent aux rats une fin plus brutale. Le documentaire se rend en Inde, où les chasseurs de rats frappent les animaux avec des bâtons ou leur brisent les os à main nue. En Angleterre, la pratique de la chasse aux rats est montrée. Des terriers traquent les rats, les tuant de façon glaçante et sanglante. Les couinements des animaux et la manière dont certains décrivent le plaisir de les éliminer rendant les spectateurs plus compatissants, rendant ces scènes encore plus brutales. Le documentaire se termine par un avertissement sur la difficulté accrue d'éliminer les rats de nos jours. Ils s'immunisent contre les poisons courants, mais ceux-ci continuent de s'accumuler dans leur organisme. Les prédateurs mangeant les rats tombent aussi malades. Les humains ont rendu les rats plus dangereux et nous pouvons difficilement les arrêter. Aujourd'hui, Luis Orlando Cuevas Manchego, mieux connu sous le nom de Lucuma, est un peintre bien connu qui travaille et vit au Pérou. Mais ceux qu'il croise ignorent son histoire et les crimes qui lui ont valu de longues années de prison. Il n'a aucun scrupule à parler de son passé, car cela l'a aidé à comprendre qu'il pouvait mener une vie meilleure grâce à son art. Et il explique comment cela s'est produit dans un documentaire mis en ligne sur YouTube par la chaîne Vice en 2014. Le film intitulé « De tueur psychopathe à peintre » commence par une image de l'une des peintures de Manchego. Et il explique que dès son plus jeune âge, il a appris à faire les poches des gens sans méfiance. Il ajoute qu'en raison de ses nombreux crimes, il a passé 27 ans en prison, mais que depuis 16 ans, il profite de sa liberté et a trouvé un nouveau plaisir à peindre des scènes intéressantes au Pérou. Il parle aussi de ses années formatrices, lorsqu'il était incapable de trouver du travail n'importe où, malgré son désir désespéré de gagner honnêtement sa vie plutôt que de survivre en tant que criminel connu sous le nom de Loco Cueva, Dracula ou Frankenstein. Il déclare qu'il est né à la maternité de Lima, au Pérou, en 1951 et que sa mère travaillait comme bouchère lorsqu'il était jeune. Il se souvient l'avoir aidé à porter les lames qu'elle utilisait pour son métier jusqu'à Barrios Altos, mais il ajoute ensuite qu'elle a fini par décéder. Cela l'a laissé sans endroit où aller et il a dû trouver un moyen de survivre dans la rue. Au début, il guettait les bus sur l'autoroute pour les attaquer en embuscade, utilisant diverses armes comme des lames, armes à feu, dynamite et grenades. Parfois, il croisait des criminels rivaux issus des cartels à Lima. Et aujourd'hui, il considère comme un miracle d'avoir réussi à survivre aussi longtemps. Il s'est non seulement battu contre ces cartels, mais aussi contre la police qui tentait de l'arrêter. Il pense qu'il n'a survécu que parce que son heure n'était pas encore venue, et il croit qu'il a maintenant gagné le respect des gens de la communauté grâce à son art. Il fait remarquer que, même s'il laisse les portes de son atelier ouvertes et sans surveillance, personne n'ose voler ses tableaux, grâce à sa réputation. Aujourd'hui, il peint des scènes représentant des politiciens corrompus, des gangsters, des criminels, des travailleurs de rue et d'autres personnes vivant en marge de la société. Dans le but de transmettre son message selon lequel chacun peut changer le cours de sa vie, à condition d'être prêt à faire des efforts pour devenir une meilleure personne. Gimme Shelter est un film de 1970 qui ne ressemble à aucun autre documentaire musical. Entre les chansons des Rolling Stones, on assiste à une montée vers un concert violent qui s'est terminé par la mort de 4 personnes. L'intention initiale du documentaire était d'enregistrer la tournée américaine des Rolling Stones en 1969. C'était la première fois qu'ils venaient aux États-Unis depuis des années, et ils étaient stupéfaits de voir à quel point ils étaient devenus célèbres depuis leur dernière tournée. Lors de la tournée, les Stones ont été critiqués pour le prix élevé de leurs billets. Cette critique, combinée à l'exemple de Woodstock, qui a eu lieu en août de cette année-là, a inspiré les Stones à organiser un concert gratuit. Le concert serait le point culminant du documentaire, et les Stones espéraient puiser dans la même énergie que Woodstock. Dans le film, le groupe décrit le concert lui-même comme une excuse pour se retrouver et passer du temps ensemble. Sans surprise, un tel événement a attiré beaucoup d'attention. Le documentaire aborde le nombre de personnes se rendant en Californie pour assister au spectacle.
Au départ, il devait avoir lieu à Golden Gate Park, mais il a ensuite été déplacé au Sears Raceway. Cela est tombé à l'eau et il a ensuite été déplacé à la dernière minute à l'Altamont Speedway. Dans le documentaire, le propriétaire d'Altamont affirme qu'il veut une bonne publicité, sans se douter des horreurs qui seraient associées au nom du Speedway. Gim Shelter montre la logistique du concert ainsi que des séances photos et d'enregistrement du groupe. Mais il est clair dès le début que ce ne sera pas un événement typique. Même si un spectateur ne connaissait pas le concert gratuit d'Altamont en commençant le documentaire, le résultat final est révélé très tôt. Au début, les Stones se retrouvent pour visionner des enregistrements du concert. Une radio diffuse l'annonce qu'un membre du public est décédé après avoir été attaqué par un membre des Hells Angels, qui avaient été engagés pour la sécurité. Le groupe reste assis en silence, comme sous le choc. Le fait que cette attaque ait eu lieu plane sur le reste du documentaire, alors que tous les participants restent optimistes quant à l'issue des événements, ce qui donne à tout le film une atmosphère inquiétante. Le spectateur mis en avant par le film était Meredith Hunter. Hunter assistait au concert avec sa petite amie. Durant la nuit, de violentes altercations ont opposé les Hells Angels au public. Plus tard, Hunter a tenté de s'éloigner du gang et a sorti une arme. Il s'est retourné pour avancer dans la foule quand Alan Pissarro, un motard, l'a attaqué. La plupart des Angels avaient été des queues de billard cette nuit-là et Pissarro a blessé Hunter avec une arme blanche. L'incident entier a été filmé par les caméras du documentaire et a même été diffusé au tribunal lorsque Pissarro a été jugé pour le crime. Le documentaire montre également la petite amie de Hunter debout à côté de l'ambulance, manifestement en détresse. La violence est clairement visible et combinée à la musique rock diffusée par-dessus, c'est quelque chose de troublant et de difficile à regarder, même 50 ans plus tard. Aujourd'hui, nous savons que le réchauffement climatique est un problème grave qui menace notre existence même. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Avant que les effets du changement climatique ne commencent à devenir évidents, la plupart des politiciens le considéraient au mieux comme une théorie du complot. En 2006, l'ancien vice-président américain Al Gore a sorti un documentaire intitulé « Une vérité qui dérange », réalisé par Davis Guggenheim, qui a fait sensation dans le monde entier. Il a ensuite remporté 2 Oscars, mais il a également attiré de nombreuses critiques. Al Gore a sorti ce film dans l'espoir de sensibiliser davantage au réchauffement climatique et aux dangers qu'il finirait par représenter pour notre planète. Et il a choisi de le faire d'une manière très inhabituelle. On pouvait le voir présenter ses découvertes sur scène et utiliser des diaporamas pour faire passer son message lors d'une présentation magistrale. Cependant, les opinions présentées ne reflétaient pas seulement celles d'Al Gore. Il a rassemblé des données provenant de certains des plus grands scientifiques du monde qui étaient d'accord pour dire que la planète se dirigeait vers une catastrophe et que cela ne pouvait être freiné que si nous commencions à prendre le changement climatique au sérieux. Il a déclaré que l'humanité était assise sur une bombe à retardement et qu'au rythme où nous allions, la Terre connaîtrait des tempêtes, des épidémies et des sécheresses sans précédent dans les 10 ans suivant la sortie du documentaire. S'il en était ainsi, il pensait que nous serions confrontés à notre propre extinction à cause de notre incapacité à voir les dégâts que nous causons à notre propre planète. Il a aussi proposé une solution au problème. Nous devions chacun changer notre mode de vie, prendre le changement climatique au sérieux et travailler ensemble à une solution durable. Gore a ensuite expliqué ce qui causait le réchauffement climatique. Il a souligné que la combustion des combustibles fossiles est un des principaux responsables et évoqué la croyance de certains que la Terre est trop vaste pour être durablement affectée par l'homme. Il a également tenu à souligner que le réchauffement climatique n'est pas une question politique, mais un problème qui concerne chaque être humain, et qu'il s'agit donc d'une question morale qui peut être corrigée si nous changeons tous notre mode de vie et travaillons ensemble pour créer un avenir meilleur pour notre planète. L'une des parties les plus frappantes et efficaces du documentaire montre Al Gore présentant plusieurs images prises lors de différentes missions spatiales. Sur les photos, il devient évident que la Terre change et que les calottes glaciaires fondent à cause du changement climatique. Ces photos avant et après ont aidé à faire évoluer l'opinion de millions de personnes et ont généré une nouvelle vague d'écologisme à travers le monde. Les gens se rendaient enfin compte que le réchauffement climatique n'était pas un problème qui allait se résoudre tout seul, et beaucoup ont été choqués par ce qu'ils ont appris. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.